Bienvenue dans un nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Aujourd'hui, on reçoit Steve Waterhouse, un grand leader en cybersécurité et aussi ancien et premier sous-ministre adjoint au niveau du ministère de la cybersécurité et du numérique. Et je suis accompagnée, bien sûr, de Luc Sirois, bonjour Anne. notre grand innovateur en chef du C'est Québec. un sujet qui nous fascine, hein, la cybersécurité. Mais là, maintenant, à la croisée de l'IA, ça rend le sujet plus pertinent que jamais. Mais oui, parce qu'on entend beaucoup de choses. Merci, Steve, d'avoir accepté notre invitation. Puis tu as un parcours extraordinaire. Puis je voudrais te laisser nous partager quelques moments de ton parcours pour que les gens puissent te situer dans tout ce que tu as fait pour la cybersécurité au Québec. Bien, merci de l'invitation parce que c'est toujours agréable de venir jaser de ce sujet de la cybersécurité. Et comme on parlait tantôt avant d'entrer en ondes, je veux dire, c'est quand même un nécessaire sujet à maîtriser avant d'aller à l'étape suivante, qui est d'utiliser l'intelligence artificielle, comme vous en faites beaucoup la promotion. Puis dans la carrière... Oui, Steve nous racontait des histoires à nous dresser les cheveux sur la tête. La cybersécurité, oui, il faut la maîtriser. C'est pour ça que j'en ai plus, Luc, de cheveux, parce qu'il serait constamment dressé. Tu as raison là-dessus. Mais tu sais, j'ai commencé à une époque que le mot cybersécurité n'existait pas. Là. C'était Information Assurance, parrainé par la Marine américaine dès le début. Donc, à la défense... dans les années 90, j'ai contribué aux premières transformations numériques de remplacer le fameux formulaire en 3 copies carbone vers le courrier électronique. Et lorsqu'on amenait ça avec des gens de carrière, ils ne s'y trouvaient pas parce qu'il n'y avait pas justement de manuel bien fait, structuré pour dire aux gens, bien, voici ce que vous faisiez avant, maintenant, vous le faites comme ça. Oui. Alors, c'était quasiment une approche individuelle d'un à un. Et puisque j'étais un soldat d'armes de combat, donc d'infanterie, et j'avais dans le quartier général auquel j'ai commencé avec, des officiers qui ont fait justement ce travail-là sur le terrain, bien, on avait cette relation humaine qui était innée, dans le sens qu'il y avait confiance avec qui était pour jaser. Il ne parlait pas à un nerd, mais là, il parlait avec un gars de terrain, puis on était capable d'aller se connecter. Oui. Et c'est comme ça que c'était facile de faire cette relation et d'initier ces gens-là, parce que là, quand ils étaient dans le trouble, ils étaient dans tous les états, mais ils étaient rassurés de voir qu'un gars de leur façon d'être, mais qui était capable d'être là et de soutenir la personne. Donc, le premier chapitre de Steve, c'est dans l'armée. Exactement. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Par la suite, donc, j'ai œuvré quand même pendant les 15 premières années comme soldat d'infanterie. Puis après ça, il est arrivé une belle opportunité à la fin, après l'an 2000, après le verglas, c'est-à-dire, puis l'an 2000 après, de refaire le Collège militaire royal de Saint-Jean, mais à titre d'employé civil de la fonction publique fédérale. Alors, j'ai changé d'uniforme, j'ai remis un veston cravate, puis là, je suis allé au Collège militaire pour l'opportunité de refaire au complet le collège. Littéralement, là, tout défait, l'intérieur des bâtiments, les rebâtir. Et dans ma mission, c'était de remettre en fonction 2 réseaux administratifs, un réseau administratif et un réseau éducationnel pour offrir le collège en 2006 dans sa forme actuelle, c'est-à-dire un lieu d'éducation pour amener l'officier à aller après ça faire les 2 premières années du curriculum à Saint-Jean et après ça, 3 années plus tard à Kingston. Présentement, c'est encore comme ça. Pourtant, le ministère de l'Éducation du Québec a donné son assentiment que ça puisse redevenir une université à part entière, telle que sa fermeture en 1995. Tout est en place pour que ça fonctionne maintenant. Je crois que c'est juste une question de temps. Tu sais, puis ce que je trouve intéressant dans le parcours de Steve, c'est qu'il y a tout le volet physique, tu sais, la sécurité physique. Ah oui, puis là, tout d'un coup... du militaire, donc exactement. C'est sécurité de puis base. cet état d'esprit-là qu'on transpose dans le monde de l'intelligence artificielle, puis on n'arrête pas de le dire, hein, adopter l'IA, mais avec précaution, parce que l'IA augmente la surface d'attaque en cybersécurité. Puis justement, je pense que les gens veulent faire à la fois vite, veulent faire de façon prudente. Puis quand il y a les deux, ça peut faire une collision. Puis dans cette collision-là, il y a une paralysie. Donc moi, ce que je voudrais te demander, c'est comment s'y prendre pour ne pas faire de bêtises, mais en même temps avancer un peu dans son adoption d'intelligence artificielle? Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur ou une dirigeante puis un dirigeant? Il faut prendre connaissance, premièrement, des besoins. Donc, je reviens toujours avec se dire de refaire une évaluation des menaces et des risques. Donc, ce processus-là, cette façon de faire, implique d'avoir un inventaire physique, inventaire aussi logique. Où sont ces données-là? Je veux dire, à travers les 24 dernières années, les gens se sont mis de l'avant à dire, hey, ils sont fait encourager. Mettez ça dans l'info nuagique, mettez ça dans le nuage, peu importe où ce qu'il est.
Maintenant, on est à l'heure de refaire l'inventaire. Bon, ben, dans combien de nuages vous avez déposé des données? Dans combien de clés USB vous en avez fait des copies? Dans combien de CD vous avez fait? Puis où sont rendus les tapes backup d'il y a 15 ans que vous aviez de cette information, de vos innovations que vous aviez pensées, de votre propriété intellectuelle fondamentale qui se retrouvent dans des médiums et qui sont répartis, mais que si jamais ils sont compromis, va peut-être vous faire planter. Là, tu viens d'amener un point hyper important, puis je pense que c'est là, en fait, que les gens peuvent prendre peur. Parce qu'avant, tu pouvais protéger tes choses dans un coffre-fort, puis tu étais capable de regarder la qualité de ton coffre-fort. Et là, tout d'un coup, tu as parlé d'un nuage. Là, tu mets les données dans un nuage. Comment tu fais pour... C'est quoi les premières questions que tu dois te poser pour dire, ce nuage-là, est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce que... Moi, c'est pas tangible, en fait, pour les gens. Là. Ça ne l'est pas. Puis là, de surcroît, depuis janvier dernier, bien, on a un autre enjeu qui est la souveraineté des données. On a apporté ça sur la place publique par rapport à notre voisin du Sud, donc le 47e président, qui a invoqué un paquet de tarifs sur toutes sortes de choses, mais qui, j'ai lancé souvent à la blague, mettons qu'il serait capable de mettre des tarifs sur des échanges de données nord-sud. Parce qu'on n'a pas de centre de données par Apple ici au Canada, il n'y en aura jamais. Google, c'est louche, mais il y en a un centre de données, mais ce n'est pas à 100 des ressources sortent autour quand même aux États-Unis. Microsoft, ils sont en train d'en compléter un à Québec, on a un à Toronto, puis AWS, mais il y a 2 régions, une à Calgary, l'autre ici à Montréal. Fait qu'on est chanceux, on en a, mais ce n'est pas toutes les solutions qui l'offrent à 100 Donc, il faut prendre connaissance de tous ces petits détails-là et prendre une décision en fonction de ça. Là. Je reviens à la question d'Anne. La localisation des données, la sécurité des services infonuagiques auxquels on fait confiance, mais on ne peut pas la mesurer de la même façon que celle d'une sécurité physique. Là. Donc ça, c'est une réalité. Mais là-dessus, là, je peux affirmer que ce soit ces grands conglomérats que je viens d'énumérer versus les compagnies d'ici, qui en ont des très bonnes. On a ShareWeb, Micrologic, qui offrent le même genre de service. Le contenant, il est sécuritaire parce qu'ils ont été capables d'aller chercher des normes et qui sont vérifiables de comment ils sont bien structurés. L'environnement est redondant en termes de capacité, donc fonctionnement machine, protection incendie, etc. Ça, là, c'est facile à atteindre ces normes-là. Je l'ai fait au collège dans le temps, puis avec des moyens très modestes. Donc, le problème, c'est? Le contenu. Et quand quelqu'un met un contenu dans cette info nuagique, c'est sa responsabilité de barrer correctement le fameux contenant, sans quoi, bien là, à ce moment-là, l'hébergeur va dire, bien, je t'ai tout donné, il reste juste 3 clients à le verrouiller comme il se doit, afin que les données soient accessibles seulement par les personnes autorisées. Souvent, c'est là que le bas blesse et qu'on retrouve des fuites d'informations massives, puisque il a été facile de débarrer le cadenas qui barrait ce contenant-là dans le nuage. Et là, ou les accès à des personnes non autorisées. Encore. Exactement. Mais si je décortique, là, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il y a des normes. Donc, si tu es un entrepreneur, une dirigeante ou un dirigeant qui doit faire un choix judicieux pour son organisation, c'est possible, justement, de questionner ces fournisseurs-là en disant, est-ce que vous respectez certaines normes? Puis la réponse va venir très rapide, Anne, parce que c'est déjà très bien établi. Okay. Et la question, par contre, qui est la plus épineuse, va être avec ces gens à l'interne. Oui, je comprends. Et c'est eux qui devront faire peut-être un petit peu plus de travail le soir et les fins de semaine, puisque c'est nouveau, la majorité des gens. Et le faire correctement, bien là, oui, il faut faire un petit peu plus de travail. OK. Donc, les coffres-forts qui sont invisibles à l'œil existent et il y a des normes. L'autre volet, c'est la sensibilisation à l'interne, justement, pour dire bien, qui a accès, puis avoir la traçabilité. Donc, qui ça a aussi, la main dans ces données-là, comment... Puis qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur? Donc, tu sais, il y a quand même des petits gestes très, très concrets que tu nous amènes, Steve, que je trouve intéressants. Mais je dois préciser un truc. Ce n'est pas au président de directement s'impliquer ou au propriétaire de l'entreprise de directement s'impliquer. Il est beaucoup plus judicieux qu'il fasse affaire avec un consortium extérieur, expert en la matière, et là, il va avoir la réponse adéquate qui, lui, se fait servir justement le résultat d'une analyse. Il va prendre la décision, oui ou non. Si le propriétaire s'investit corps et âme, lui-ci, il va perdre le focus. Ça, je l'ai vu à beaucoup d'occasions. Autrement dit, il doit être en retrait, laisser les gens sur le terrain faire le travail et après ça, lui, réaliser là, quelle sera la bonne direction vers laquelle se tourner. Oui. Puis, tu sais, moi, je te parlais des gens qui sont un peu paralysés, mais il y a comme un autre extrême aussi, des gens qui
viennent me voir et disent « Ah, Anne, moi, j'ai aucun risque de cybersécurité. De toute façon, j'ai pas de données personnelles. Tout est sur le web. Il n'y a aucune chance là, que je me fasse attaquer. » Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Ben, j'aimerais ça connaître le secret parce que moi aussi, un jour, j'aimerais ça vivre sans crainte de cette manière-là. Il y a toujours, je veux dire, aujourd'hui, on est en 2025 quand même, on a quand même beaucoup d'informations numériques personnelles qui est un peu ici et là. De plus en plus, on a de l'information médicale. On a évidemment l'information financière en période d'impôt, tout ça, on a un peu d'informations de base. Quand on regarde ça, est-ce que c'est préjudiciable si on se le fait compromettre, qu'on va avoir un impact négatif? Bon, la question est entière. Je crains beaucoup plus qu'une personne va perdre en n'ayant pas accès à ces données-là au moment opportun. Donc, on a tous des photos numériques aujourd'hui. On a les appareils qui nous favorisent à prendre ces photos-là. On ne les imprime plus. Alors, de jour au lendemain, votre album de 35 000 photos sur les 10-15 dernières années n'est plus accessible, n'est plus disponible. Catastrophe. Bien, encore là, sur un côté humain, oui, on n'a plus ces souvenirs-là à portée de main. Et là, puisque c'est synchronisé en temps réel dans le nuage, je vais aller voir tout de suite sur mon autre appareil, il doit être là. Ben non, c'est éliminé à une place, ça va l'être éliminé à l'autre place parce que c'est synchronisé en temps réel. Alors, il y a toute cette approche-là que les gens ne réalisent pas que, oups, OK, il faut peut-être juste changer d'approche, avoir une stratégie de copie de sauvegarde, encore une fois. On garde ça sur un médium qui, lui, va être non pas en réseau, dans un coffre-fort, comme tu apportais, Anne, tout à l'heure, ça serait une bonne approche. Mais cependant, il faut garder en tête que en faisant cette évaluation du risque, qui peut profiter des données que j'ai, que j'estime que c'est pas grave, mais qu'éventuellement, si quelqu'un les utilise à ses fins, pourrait me faire du tort et du dommage. Donc, surtout pour un dirigeant d'entreprise qui est en recherche ou qui a accès à un pool de chercheurs ou qui développe des technologies de pointe, bien, il peut devenir une cible facile. Comme individu, pour aller chercher accès vers les ressources de son entreprise. Et ça tu l'as vécu, Steve, c'est de l'espionnage industriel, Oui. de l'espionnage de chercheurs, du vol de découvertes, d'informations dans des fins de commercialiser des technologies propriétaires. Tu as vu ça beaucoup? Oui, puis non pas que j'ai participé à des enquêtes, mais je veux dire, j'ai été témoin de scénarios, comment ils s'en sont adonnés à aller entrer dans une organisation. Après ça, par quelle technique ils ont été capables de défier les mesures de sécurité mises en place et comment ils ont été capables de s'extérioriser, autrement dit sortir, sans laisser de traces. Et ça fait partie... Pour aller commercialiser ça dans d'autres pays. Éventuellement. Parce que souvent, ça va être des gens très techniques qui vont le faire soit sous contrat, donc quelqu'un a été les solliciter, eux autres vont faire le contrat, vont rapporter l'information. Parfois, il y en a qui vont être des explorateurs. Ils ont découvert un accès, ils ont été à l'intérieur. « Hey, ça a l'air intéressant. Ramène ça. » Là, il va aller au plus offrant. Exactement. Donc, ce que tu dis aussi, c'est, puis en lien avec la question de Luc, c'est parfois, on ne pense pas qu'on a des choses précieuses à se faire voler, mais je pense que être sensibilisé de toute façon à se protéger parce qu'on a des données personnelles, qu'on le veuille ou pas, la façon qu'on gère notre quotidien avec les appareils mobiles, les photos. Puis surtout qu'aujourd'hui, on peut prendre une simple photo puis se faire transformer. Moi, je l'avais vécu. À un moment donné, je donnais une conférence, puis pendant que je donnais la conférence, j'ai été distraite parce que j'ai vu une photo de moi dans un habit que j'ai jamais porté. Puis le visage était un petit peu trop parfait, était vraiment très, très symétrique. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, hey, ils ont réussi à prendre une photo de moi pour la transformer. Donc, tu sais, les données personnelles, c'est pas seulement les données industrielles, comme Luc dit, mais en complémentarité, ensemble, c'est que... Toutes les personnes malveillantes qui pourraient vouloir les utiliser. Puis là, c'était avec bienveillance, mais imagine si ça avait été avec malveillance qu'on ait fait ça. Bien, dans les dernières années, faisant référence à l'intelligence artificielle générative, on en a été témoin. Et les policiers, sur des bases régulières, font des perquisitions dans des sites de pédopornographie, puis ils se rendent compte que c'est pas un enfant réel, c'est une image qui a été apposée sur le corps d'un autre enfant. Et c'est une personne, donc, qui a repéré le visage d'un enfant à partir d'un média social quelconque, puis qui en ont fait la position parce que lui, il aimait bien ce visage-là, mais il voulait l'avoir dans ce contexte-là. C'est de cette façon-là qu'il s'est rendu déviant à cet effet-là. Donc, ça crée une nouvelle... Sans dire qu'ils vont aller filmer davantage d'autres enfants, mais là, avec le matériel qu'ils possèdent déjà, ils vont recréer d'autres images avec les mêmes scénarios. En tout cas,
Oui. C'est vraiment sick, là, excusez de dire ça comme ça, là, mais... Non, mais c'est le point que tu amènes, c'est un point qui est difficile à discuter, puis je pense que c'est quand même important, c'est de se conscientiser que peu importe quoi, il faut qu'on se protège. Puis dans l'ère de l'intelligence artificielle, il y a des petits pas qu'on peut faire très, très simples. Il n'y a pas nécessairement de moment idéal aussi. Je pense que c'est le moment idéal est maintenant. Mais toi, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont peur un peu de prendre des décisions trop grandes sur leur cybersécurité? C'est quoi le petit pas qu'ils peuvent faire là, demain, disons? Bien, Anne, j'aime bien dire, c'est d'appliquer une bonne cyberhygiène. Puis je réfère à la cyberhygiène en disant, est-ce que vous prêtez votre brosse à dents à votre prochain? Donc, après combien de jours vous changez, vous, de sous-vêtements, etc. Tu sais, on l'amène avec le réalisme que sur une hygiène corporelle personnelle, à un moment donné, ça ne sent pas trop bon, c'est pas agréable. Alors, en cybersécurité, c'est la même chose. On va en être conscient lorsque seulement qu'il y a quelque chose de négatif qui s'en dégage, mais il y a une prévention à amener. Alors, le fameux mot de passe, on en est là. Cependant, il y a des initiatives qui se prennent comme Microsoft le 1er mai dernier. On dit, on arrête les mots de passe, puis ça va être avec un passkey. Passkey va être en synchronisation avec un moyen physique à côté. Téléphone cellulaire, idéalement, parce que tout le monde en a. C'est plus facile que de gérer une clé physique qu'on rentre dans un des ports de l'ordinateur. Alors, il y a cette tendance-là qui se développe. Tant mieux, parce que personne ne s'entendait sur les mots de passe. J'en suis un qui l'amène souvent, cette façon de faire. La recette idéale, c'est quoi, etc. Mais déjà, ça va être mieux. Deuxième, mettre à jour ces appareils le plus souvent possible. D'où dernièrement, Apple, exemple, amenait la version 18.4.1 de son système d'exploitation, et ce, pour le téléphone, tablette, ordinateur, le tvOS, puis même le casque Vision OS. Et 2 semaines après, on a su la vraie raison, c'est qu'il y avait 23 vulnérabilités rapportées par un groupe de chercheurs qui étaient capables, sans action positive sur l'appareil, de prendre le contrôle de l'appareil. Et quand on dit prendre le contrôle de l'appareil avec un code, bien, ça veut dire que le pirate va être en mesure d'exploiter l'information du téléphone, lire les textos, lire les appels, regarder les images et les courriels, etc. Donc, c'est là que j'insiste à dire, quand il y a un fabricant vous amène une mise à jour, autrement dit, il vous dit, ça vaut la peine de le faire, cette mise à jour-là, n'hésitez pas. Sans quoi vous vous exposez que on ne sait jamais sur quel site web on va tomber. On ne sait non plus, des fois, pas le courriel, s'il est véridique ou non. On clique sur un hyperlien, on compromet notre machine, et le pire arrive, c'est-à-dire soit on en perd l'accès ou on perd les données à l'intérieur. Donc, c'est dans cette optique-là, ça fait partie de l'hygiène de base. Et nécessairement, je dois impliquer aussi avoir des copies de sauvegarde. Et on en a parlé un petit peu juste avant. Et ces copies de sauvegarde-là, idéalement, c'est la méthode 3-2-1. Donc, 3 copies de sauvegarde sur 2 médiums différents et un localisé à l'extérieur de l'environnement physique. Ça a l'air onéreux, mais quand l'exercice se répète et se fait, vous allez voir qu'il faut faire dans cette stratégie-là la récupération éventuellement. Parce que c'est beau faire une copie, tout le monde est capable de faire ça, on prend ça, copie, on l'enlève. Faites l'exercice inverse aussi, dans un court délai, parce que si vous dites, vous dormez bien le soir, vous avez des copies de sauvegarde, mais vous n'avez jamais fait le rappel, puis la copie de sauvegarde, il y a un problème pour toutes sortes de raisons, parce que ce n'est pas des médiums parfaits, là, vous allez peut-être être un petit peu en pleurs, là, parce que votre stratégie n'aura pas fonctionné. Puis surtout dans l'entreprise, quand que tout maintenant est travaillé quasi temps réel, bien, un délai se calcule justement en perte financière par la suite. Je pense que je me sens toujours honorée de t'avoir au micro de cette façon-là. Puis je t'ai vu aussi en conférence. Parle-nous un peu, justement, tu parlais des différents mots de passe. Puis ça a l'air tellement coquin, un mot de passe. C'est énervant maintenant parce qu'il faut des mots de passe. 12 caractères, 18 caractères. Mais explique-nous un peu pourquoi c'est important. Puis il y a quand même un graphique que tu montres qui est vraiment percutant là, à chaque fois. Oui, qui est paru récemment. Là, c'est la compagnie Hive System. À tous les ans, ils ramènent, ils font eux-mêmes en laboratoire le travail avec des systèmes donc, qui vont craquer vraiment les mots de passe. Et la simulation qu'ils mettent de l'avant, c'est voici les types de mots de passe que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire des chiffres seulement, des lettres seulement, une minuscule, majuscule, un chiffre, et après ça avec des caractères spéciaux. Et dans tout cet alphabet-là, ils font des essais. C'est-à-dire 2, 3, 4, jusqu'à 20 caractères pour les mots de passe. Et quand ils passent ça dans leur broyeur à mots de passe, on va l'appeler comme ça, bien, ils sont capables d'établir mathématiquement
ben, que des chiffres seulement, ben, en dedans de 5 secondes, c'est deviné. Là. Autrement dit, les moyens, les systèmes ordinés d'aujourd'hui, de modernes, sont tellement performants que ça ne prend pas de temps à deviner. Et plus on complexifie, et surtout par la longueur du mot de passe, là, à ce moment-là, ça devient à des milliards d'années de devinettes. Là, c'est impossible à deviner. Et l'important, bien, est-ce qu'on peut, s'en servir adéquatement? Parce que souvent, avec des humains, ça va être de s'en souvenir. Oui. Et deux, bien, il va être assez fort pour prévenir que quelqu'un fasse quelque chose de pas correct. Alors, souvent, je dis, peut-être, oui, un mot de passe complexe, tout ça, mais prenez une phrase, là, et une phrase qui va vous être symbolique. Le mur gris de la carte brune. Moi, c'est ça que j'ai présentement devant moi. Et celle-là, bien, elle va être significative parce qu'on va être un mot de passe pour récupérer, exemple, la session qu'on a faite ici ensemble. Oui. Alors, faisant cette phrase-là, je peux changer des petits caractères dans la phrase, puis que ça soit significatif, et après coup, je l'enregistre. Donc, je peux m'en souvenir facilement. Mais l'utilisation des logiciels de gestion de mots de passe aussi demeure un bon allié, puisqu'il peut avertir si jamais un site en quelque part a été compromis, bien, la compagnie va en informer l'utilisateur, et là, on peut changer le mot de passe parce que ça ne sert à rien de continuer avec un mot de passe compromis. Mais j'aime ton truc parce que, dans le fond, les gens ont peur du trop gros investissement en argent. Puis c'est pas tout le monde qui a les moyens, Non. mais il y a des gestes gratuits, très simples que tu peux mettre en place déjà pour te préserver, comme tu dis, une bonne hygiène, une bonne cyber-hygiène. Moi aussi, j'avais une phrase. Moi, ce que je disais aux gens, moi, je faisais la transformation numérique pendant 5 ans, puis justement, l'histoire des mots de passe, puis je sentais pas que investir en cybersécurité, c'était la priorité à ce moment-là en transformation numérique. Donc, ce que je disais aux gens, c'est faites-vous un mantra. C'est qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? C'est quoi votre grand rêve? Là? Oui. Donc, moi, ma phrase, ben là, je ne l'utilise plus, donc là, je peux le dire, c'est « Je veux gagner le prix Nobel de la paix ». Donc, je prenais le début de chaque... puis à chaque fois que je rentrais mon mot de passe, c'était vraiment de l'agentivité humaine, là, du empowerment. Là, donc, je m'en souvenais. Quand je donnais ce truc-là, les gens ils disaient « Ah oui, merci beaucoup pour ça. C'est tellement simple, c'est gratuit, mais ça... Tu souris parce que je fais souvent des trucs comme ça. » Plein de trucs, Anne. Plein de trucs. Et puis là, moi, je suis terrorisé, mais en même temps, je me dis, l'IA, ben, j'assume, peut nous aider ou être... elle peut jouer dans les deux camps. Là. Oui, c'est ça qui exact. peut se passer. Tu peux avoir l'IA de ton côté, mais l'IA du côté des mécréants. C'est le cas actuellement. Encore une fois, l'attaquant est encore en avantage sur les défensifs. Dans le sens que c'est plus facile de créer un outil pour être en mesure d'aller cyberattaquer les différents environnements, les différents contextes, versus les systèmes en défense. Donc, comme c'est le cas présentement en cybersécurité, comment est-ce qu'on peut se défendre contre les différentes menaces qui sont présentées à nous? Un peu comme j'en parlais en conférencière, je veux dire, les politiques en place font en sorte que les forces de l'ordre ont toujours plus de contraintes pour aller capturer ou aller traiter en justice un malfaisant, que les malfaisants se passent les meilleurs trucs d'usage, puis ils sont en mesure d'accomplir le méfait. Dans le côté technique, c'est la même chose. Les malfaisants n'ont aucune loi et règlement à respecter. Là, sauf aller au butin et faire un profit. Ça demeure malheureusement une réalité avec laquelle on doit composer. Donc, dans l'immédiat, l'intelligence artificielle permet de... malheureusement, je dois le dénoncer, c'est utilisé déjà là, avant même qu'une solution efficace soit de l'avant, c'est utilisé commercialement comme étant donc le prochain buzzword pour vendre l'appareil. Donc, on a une multitude d'offres sur le marché. Tout est avec une connotation IA. Ah, là, ça doit être bon, mais il n'y a pas tout à fait un bon algorithme à l'intérieur pour faire le vrai travail. C'est ça qui me déplaît. Exact. Puis il y a l'IA contre l'IA, puis ça, je le comprends, je le comprends bien. Ce que je trouve rassurant, moi, d'un côté, c'est, je vois Steve, mais il y a d'autres aussi guides en cybersécurité, c'est qu'ils comprennent tellement bien les mécaniques d'attaque que lorsque tu sors un système, une personne comme Steve est capable de attaquer son propre système pour voir s'il est assez robuste. Je pense que ça, c'est important de dire, tu sais, quand on met un système en place, il y a des dispositions nécessaires, puis il y a une étape nécessaire en contrôle qualité qui fait en sorte que toi-même, tu attaques ton propre système pour voir s'il y a des failles. Mais dans les meilleures conditions, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Mais dans la majorité des projets, souvent, comme on dit en anglais, time is of the essence, autrement dit, c'est pressant de le réaliser, il n'y a pas le temps de faire des tests appropriés parce que c'est quasiment une transition
un pour un, on a fini le projet, parfait, on le met en production. Bon, il faut aller plus loin. On n'a pas le temps, on n'a pas d'argent, puis go, il faut le mettre en production. Mais je pense qu'on a comme un bon moment dans l'histoire pour pouvoir sensibiliser les gens. Encore une fois, exact. Puis je pense que tu en as énormément. Puis là, tu parlais d'une erreur fréquente, là, c'est de sauter cette étape-là. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs fréquentes que tu vois justement dans les entreprises? C'était si simple pourtant de ne pas arriver à ce risque-là. Bien, c'est justement d'en faire une évaluation au préalable, durant et après. C'est beaucoup d'organisations, publiques comme privées, on va le dire comme ça, font fi de ces étapes-là parce qu'ils font confiance innée avec les gens autour d'eux et voient l'accomplissement d'une évaluation des menaces et des risques comme étant un superflu, donc un élément coûtant, qu'ils peuvent économiser parce qu'ils se disent « Bon, on gère le risque, on sait où on s'en va avec nos affaires. » Pas tout à fait. Parce que, puis j'ai encore là une carte du monde devant moi, la menace, elle vient de partout. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus de visage, il n'y a pas de genre. C'est des 0 et des 1. Et quand on dit comment ça se fait que j'ai été visé, qui me cible comme victime, ben c'est désolé, c'est pas toi comme individu, c'est peut-être une organisation, parce qu'on l'a vu durant la COVID, les centres de recherche canadiens ont été énormément sollicités par des pirates internationaux, puis les services de l'ordre, nommément le SCRS, en ont fait des représentations auprès de compagnies, dire « Je pense que vous devriez regarder qui vient visiter votre réseau parce que vous êtes attaqué, vous allez vous faire voler votre recette, votre travail, le fruit de votre travail. » Alors, c'est comme ça qu'il faut vraiment faire les démarches pour qu'on garde la visibilité de où on en est et où est-ce qu'on s'en va. Sans quoi, c'est voué à être du n'importe quoi, excusez de dire ça comme ça. Et c'est ça qui est dommage. Puis, l'instance gouvernementale, on parlait tout à l'heure de l'IA, veulent intégrer ça dans leur façon de travailler, avec bonne raison, parce qu'il y a beaucoup de redondance, il y a beaucoup de duplicata de toutes sortes d'affaires. Ça va aider positivement à faire le ménage. Ça, je suis certain de ça. Pourquoi? Moi, je comprends pas comment l'IA va aider à faire le ménage puis nous protéger davantage. Une fois que, premièrement, le décret a été accepté pour la classification des données en décembre dernier. C'est un travail que je suis content. J'ai contribué à semer cette graine-là puis l'entretenir. Et c'est maintenant réalité. Dans un avenir assez rapproché, il y aura un devoir d'identifier quelles données et de quelle sensibilité, quel est important, quel est prioritaire à protéger. Je donne souvent l'exemple. C'est-tu normal qu'on retrouve le rapport d'impôt, ton rapport d'impôt, dans les mêmes réseaux que l'horaire des gardes du corps du premier ministre? Est-ce qu'il devrait être gardé dans le même tenant Microsoft? Est-ce que ça devrait être considéré à la même valeur? Non, l'information, elle est différente. Là, un a un impact sur la sécurité du premier ministre et un impact sur l'image du Québec versus l'autre, c'est sur un individu. Alors, c'est là qu'il faut amener un libellé différent puis dire, lui, il faut le considérer différemment, il faut le protéger différemment, il faut l'amener ailleurs pour pas qu'il soit accessible par n'importe qui. Donc, il faut mettre une liste d'accès, des personnes très restreintes qui y ont accès, etc. Même chose pour le rapport d'impôt d'un individu. Est-ce que seulement que l'individu devrait le voir ou bien il y a des gens à l'intérieur du... Oui, les fonctionnaires, si vous appelez, bien, ils doivent avoir accès. Alors, il y a toute cette élaboration-là qui va venir dans un avenir rapproché. L'IA va venir aider à identifier ça. L'IA va être capable de déterminer, avec les 2 exemples que je vous apporte, c'est les paramètres que... Voici, identifie-moi qu'est-ce qui est de cette catégorie-là et l'autre. Il va aider à paramétrer. Ça va sauver beaucoup de temps parce que sinon, il va falloir engager une armée de personnes puis regarder chaque document. Puis il y a des milliards de documents qui existent actuellement. Fait que c'est pour ça, là, je dis que ça va être très, très, très efficace d'avoir cette intelligence artificielle. Puis, tu sais, un autre volet, je trouve que l'IA aide en ce moment, puis on le dit toujours en conférence, c'est, vous savez, les paramètres avant d'accepter. Tu sais, voici les dispositions, tu sais, avant d'utiliser un système où il y a une mise à jour. Bien, prenez tout le texte, mettez-le dans votre IA générative pour le vulgariser. Tu sais, parlez un peu, tu sais, faites parler ces différentes politiques-là pour en ressortir des éléments vulgarisés. Et je trouve que l'IA peut vraiment aider à venir... C'est intéressant, je n'avais pas pensé à celle-là. Oui. Puis quand on voit les prouesses de Notebook LM et tout ça pour s'approprier son propre contenu, mais de façon différente, peut-être que justement les politiques et les bonnes pratiques que tu exposes. Peut-être qu'on peut avoir un Steve Weinhaus comme ça. Ben oui, exactement. Puis justement, tu parlais de Notebook LM qui rend beaucoup de contenu intéressant. Les politiques en cybersécurité, c'est vraiment intéressant quand tu le mets dans Notebook LM, justement, parce que là, c'est comme deux voix de podcasteurs super radiophoniques qui te racontent comment la politique fonctionne. Donc, moi, j'encourage beaucoup les gens à rendre un texte
qui peut être difficile en une version vulgarisée, compréhensible, parce que quand tu es capable d'expliquer, mais tu te sens en compétence. Puis je pense en cybersécurité, c'est ça qui manque. Les gens ne se sentent pas en pleine Ou compétence. des agents conseils. Donc, Tout à sur fait. l'hygiène, peut-être d'être capable pas juste vulgariser, mais proposer Oui. les bonnes pratiques. Oui, puis ce que je dois dénoncer, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions autour de nous qui en ont fait d'un travail, que ce soit institutions bancaires, gouvernementales, ils en font la promotion de ces meilleures pratiques-là. Mais j'appelle ça une sensibilisation passive, parce qu'ils mettent ça Oui. sur un site web, en quelque part, sur une page. Mm. On a fait notre travail, félicitations, tu sais, le minimum a été accompli. Alors que la majorité des gens ne savent même pas où aller chercher cette information-là. Alors, c'est pour ça, depuis 16 dernières années, je me donne cette mission-là dans les médias le plus large possible, d'apporter ces éléments puis dire aux gens, allez chercher l'information, elle est là, elle est accessible. Sans quoi, ça va rester que ça va être passé de bouche à oreille et ça va être justement de l'information qui ne sera pas précise ou du moins peut-être périmée puisque ça a déjà fonctionné il y a 5 ans, mais là, aujourd'hui, le système d'exploitation a changé, les techniques ont changé, l'appareil a changé et ce n'est plus les mêmes choses. Donc, il faut actualiser l'information. Et comme ce qu'on disait au début, l'évolution technologique est tellement rapide que c'est là, cette adaptation-là, elle est incompatible avec le genre humain. Parce que par le temps, puis j'en parle souvent avec des gens autour de moi, des personnes âgées surtout, qui, eux, ils aiment ça. C'est des gens qui aiment apprendre, mais eux-mêmes en sont justement épuisés de toujours revoir et refaire, au lieu d'avoir acquis les données, ou du moins la connaissance, l'appliquer et d'en profiter. Ils sont toujours en constant apprentissage. Et oui. Puis, tu sais, de plus en plus, avec l'IA, tu sais, on a des modèles d'IA maintenant qui peuvent prendre contrôle de la souris d'ordinateur pour aller jouer dans ta donnée. Puis, les gens, ils disent, Anne, c'est terrible. J'ai dit non, c'est pas terrible, c'est une opportunité. Parce qu'un peu comme tu as décrit tout à l'heure, là, qu'est-ce que tu mets, à quel endroit, tel niveau de sécurité. Mais moi, j'ai 2 façons que je le vulgarise, puis tu me diras si c'est la bonne façon ou peut-être que je peux peaufiner un peu. C'est, disons, si tu prends tous les bijoux de chez vous, là, c'est pas tous les bijoux que tu vas mettre au même endroit. Parce que justement, tu sais, si un voleur rentre et tu dis, je vais mettre ceux qui ont moins de valeur à vue, c'est pas grave si je me fais voler ça, c'est pas de risque. Puis là, de plus en plus que tes bijoux ont de la valeur, autant monétaire que surtout sentimentale, mais là, tu les caches de plus en plus loin et tu le protèges même parfois dans un coffre-fort. Et c'est ça que tu dois faire avec ta donnée, avec cet état d'esprit-là de qu'est-ce que c'est pas grave si c'est un petit riche me fait voler cette donnée-là. Parce qu'elle est déjà publique, parce que c'était pas, ça n'a pas un risque sur ma réputation, versus quelle donnée va faire en sorte que si je la perds, ben tu sais, je perds une partie de moi. Donc, je perds une partie de ma crédibilité. Puis, j'ai commencé justement avec l'avènement de ces IA qui peuvent prendre contrôle de ta souris d'ordinateur avec toi-même une requête que tu fais, par exemple Claude IA. C'est de commencer à faire le ménage moi-même. Tu sais, je me suis fait un dossier rouge. Je mets tout dans le dossier rouge. Qu'est-ce que je voudrais pas que l'IA trouve s'il rentre dans mon ordinateur? Puis ça, c'est juste un début de saine habitude parce que c'est long, tu sais, s'organiser. Donc, je me suis dit, je vais commencer petit à petit. Après, je me suis fait un dossier mauve en disant, bien, ces dossiers mauves-là, il n'y a pas de données sensibles, mais si un jour je veux utiliser une IA pour m'aider à m'accélérer dans une recherche, bien, je vais le pointer vers ce dossier mauve-là. Puis finalement, un dossier jaune où est-ce que je dis, bien, de toute façon, ces informations-là sont disponibles partout. Une IA peut rentrer, mais un individu peut rentrer aussi sur l'ordinateur puis fouiller à l'intérieur. Donc, déjà, faire ce changement-là d'état d'esprit, tu sais, puis le rendre physique aussi. Parce qu'en cybersécurité, c'est souvent intangible, mais il y a quelque chose de tangible de mettre un fichier dans un fichier rouge. Et ça, je me dis, c'est peut-être le début d'un exercice que les gens peuvent faire. Donc, je voudrais te laisser réagir dessus parce que, tu sais, moi, je ne suis pas experte comme toi, mais tu sais, est-ce que c'est un bon truc à donner? Il y aurait peut-être juste une évaluation à se faire avant de dire oui à 100 OK. Parce que sur macOS, ça va travailler différemment que de Linux OS, ça va travailler différemment de Windows. Alors, chaque système d'exploitation, pour me rajouter aussi Android puis iOS là-dedans, mais c'est là qu'il faut faire cet élément-là, cette vérification. Une fois établi, bien, je crois que oui, le concept de base, il est très bon et il faut juste mettre à ce moment-là les petites affaires qui vont faire en sorte que ça va garantir qu'est-ce qu'on recherche en matière de confidentialité puis d'accessibilité, là, si jamais c'est ça qu'on veut pour, ultimement, qu'est-ce qui est public demeure public.
C'est tellement intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer comme ça très, très longtemps. Tu sais, nous, on s'est fait la promesse à travers ce balado qu'on voulait mettre les gens en action. Donc, une fois qu'ils t'ont écouté, Steve, c'est sûr que le cybersécurité, tu sais, on essaye de rassurer le mieux qu'on peut, mais on veut balancer aussi le niveau d'urgence. Donc, si j'avais comme une dernière minute à t'offrir dans ce balado, puis je vais finir avec une minute pour Luc aussi, pour qu'il puisse réagir, qu'est-ce que tu dirais pour mettre les gens en action, tu sais, de façon très simple? Très simple, encore une fois, c'est de reprendre connaissance avec quel appareil on travaille. J'ai vu récemment des situations que les gens travaillaient avec du matériel périmé, autrement dit, qui n'est même pas supporté par le fabricant. C'est-à-dire, s'il y a des vulnérabilités qui sont découvertes, il n'y aura pas de patch, il n'y aura pas de correctif possible. Et il y a beaucoup de situations que je pourrais faire l'énumération qui sont arrivées dans le monde dans les 5 dernières années que les gens se croyaient en sécurité avec un pare-feu, mais le pare-feu n'était nullement supporté et le pare-feu était poreux pour permettre des accès. Alors, c'est là qu'il faut refaire sur une base régulière, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est 3 ans, 5 ans, revoir ce qu'on a décidé de mettre en place. Est-ce que c'est adéquat ou bien il faut peut-être juste refaire un nouvel achat? Puis j'ai pour mon dire, ceux et celles qui ont des routeurs domestiques avec du Wi-Fi intégré, bien peut-être aux 5 ans, rachetez un nouveau. Offrez-vous la nouvelle technologie. Aux 5 ans, c'est pas mal une bonne variable. Et après ça, bien, à ce moment-là, demandez à un tiers de confiance, souvent de la consultation extérieure, de venir vérifier si votre stratégie dans l'entreprise est toujours valide, elle est bonne. J'en ai fait du coaching avec des spécialistes en cybersécurité pour les amener justement à avoir les meilleures techniques et pratiques. Et ça a donné des résultats positifs parce qu'ils ont été à ce moment-là en proactivité au-delà de ce qu'ils avaient été embauchés pour faire comme travail. Donc, ça ouvre des portes et ça donne à ce moment-là aussi un gage d'avancement pour ces gens-là qui n'ont peut-être pas fait toutes les études voulues, mais en même temps, là, à ce moment-là, ils se font donner une direction avec laquelle ils peuvent évoluer. Oui. Puis, tu sais, le volet cyber-hygiène, pour moi, dans tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, tu sais, c'est quelque chose à retenir parce que c'est si simple de penser à la bonne hygiène. Donc, on devrait faire la même chose avec la cybersécurité. Toi, Luc? Bien, écoute, moi, Steve, je suis ravi de t'entendre. Puis, Anne, je pensais vraiment qu'on allait aller dans la stratosphère des nouvelles technologies, de comment l'IA, l'informatique quantique allait tout changer. Mais Steve nous a emmenés constamment sur « n'oublions pas la base ». Et force est de constater que les entrepreneurs, les dirigeantes qui nous écoutent, souvent ont mille et une autres priorités. Et puis même en fait que peut-être, même si ça les inquiète, que c'est peut-être pas nécessairement eux qui ont toutes les connaissances pour le faire, mais il faut s'occuper de la base. Donc ça, c'est intéressant. Steve nous amène aussi, pas juste sur la protection des données, mais sur les questions de la cybercriminalité, du vol d'informations, de propriété intellectuelle pour des usages malveillants ou encore, dans le fond, de nous priver de l'accès à nos propres données. Donc, on se dit, c'est pas... c'est en sécurité, il n'y a pas de données personnelles ici et ça, mais si on perd l'accès, ça a des conséquences économiques graves. Il faut mettre aussi dans le contexte maintenant où on a des obligations avec la loi 25, avec nos obligations de dirigeants, dirigeantes de protection des informations et d'avoir accès à des conseillers, d'avoir accès à des agents en intelligence artificielle pour peut-être nous aider à bien naviguer tout ça. C'est des voies à considérer. Oui, puis on a des experts, puis merci de nous avoir rassurés, puis d'amener de façon très, très pragmatique et simple le volet cybersécurité. Donc, merci encore d'avoir été à l'écoute du nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Encore une fois, nous étions avec Steve Waterhouse, leader en cybersécurité, ancien et premier sous-ministre adjoint au ministère de la cybersécurité et du numérique. Merci encore.